Bonjour, on est très heureux aujourd'hui au Revenu de recevoir un entrepreneur. Et quand on dit entrepreneur, on s'attend souvent à voir quelqu'un de très jeune, avec des idées très novatrices, quelqu'un qui vient casser les codes. Et là, l'entrepreneur qu'on reçoit, il est novateur, mais c'est pas lui faire offense que dire qu'il n'est plus tout jeune. Et c'est ça qui est exceptionnel dans cette histoire, c'est que c'est un entrepreneur de 84 ans. Cet entrepreneur, c'est André Ramos. André, bonjour. Bonjour. Vous lancez encore aujourd'hui des projets entrepreneuriaux. Alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est déjà une vie de succès, une vie d'aventure, une vie de voyage, une vie pleine de péripéties, de belles rencontres. Et encore aujourd'hui, vous avez l'énergie, l'envie, la créativité de vous relancer dans l'entrepreneuriat. Oui, car c'est mon mode de vie, le développement, la création, innover. Voilà. Donc, c'est la meilleure manière de se maintenir en forme. Bon, bah, on va découvrir ce nouveau projet, mais peut-être pour vous en dire 2 mots et on va revenir sur toute la vie d'André. André a voyagé, il est né au Maroc, il a travaillé en France, il a travaillé, en Espagne, au Venezuela. Là, il a un nouveau projet, il retourne au Maroc, donc c'est une forme de boucle qui se boucle. Peut-être André, commençons par, le commencement. Vous êtes né au Maroc en quelle année? Je suis né en 1942 à Rabat, au Maroc, d'un père espagnol et d'une mère française. Et donc, toute ma vie, j'ai reçu une double culture. Et c'était très enrichissant. Ça m'a permis aussi de m'adapter à toutes les régions géographiques que j'ai pu parcourir. Alors, cette enfance au Maroc, vous en gardez des souvenirs, Merveilleux, une très, très intéressante vie, parce que le Maroc est un pays qui, depuis plus de 2 siècles, est un pays neuf, un pays en construction. Donc, une enfance où l'on côtoyait beaucoup de pluralité dans la population. C'était très intéressant à ce sujet-là. Il y avait déjà une notion de melting pot au Maroc. Et donc, j'ai fait des études secondaires et ensuite, alors vous étiez un bon élève à l'école? Vous étiez un j'étais un esprit élève libre, turbulent, pas turbulent, un peu libre, disons D'accord. libre, plutôt que turbulent. On l'imaginait, hein, pour devenir après entrepreneur et vivre la vie d'aventure que vous avez eue, heu, cette, vous avez été, bon élève alors ou? Non, élève moyen, mais j'avais une activité sociale dans l'école assez intéressante parce que je créais des groupes d'activités, des clubs de festifs, des animations, des petits tournois, des choses comme ça. Ça, c'était mon plaisir de créer beaucoup de tournois de volley, de football, voilà, des animations de ce type-là. C'était, c'était une, c'était peut-être l'annonce de ce que j'allais être plus tard, un Un créateur. créateur, un constructeur et donc vous avez passé votre, baccalauréat, vous êtes allé Non, jusqu'au j'ai échoué mon baccalauréat et j'ai intégré l'école des beaux-arts de la ville de Rabat. Et après 4 années à l'école des beaux-arts, eh bien, je, je suis devenu, disons, technicien du bâtiment dans un bureau d'études. Et là, j'ai eu la chance de faire. C'était un bureau d'études très, très, très coté, et donc qui avait comme clients des entreprises intéressantes. Et même le roi du Maroc était client de ce bureau d'études, surtout de cet architecte qui s'appelait Monsieur Deneux. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire un chantier euh, pour le roi du Maroc. Et là, ça a été une expérience extraordinaire à l'âge de 19 ans, voyez-vous. incroyable, c'est qui était le roi à l'époque? C'était feu Sa Majesté Hassan II. Très bien. Alors quel était le projet que vous Le avez projet, conçu c'est lui? que le Shah d'Iran venait d'être renversé et le roi du Maroc avait proposé au Shah d'Iran de le recevoir au Maroc, puisqu'il était en errance, Ou comme on c'était nous une dit. commande?
royal Oui, pour un autre oui, roi, c'est qui ça, quittait son pays. C'est donc l'enjeu est, énorme. diplomatique, Et diplomatique, oui. immense. Et Le symbolique, parce que le roi du Maroc avait cette notion du symbole. Et donc, il y avait en appendice du palais royal à Rabat, il y avait un petit palais d'une quarantaine de pièces, voyez-vous. Et là, il a décidé de faire, en l'espace rénover ce palais dans un délai incroyable de 4 mois. Ça a été une fourmilière extraordinaire il y avait des dizaines, centaines d'ouvriers. d'ouvriers. Et donc, moi, j'étais un peu à l'école de la vitesse, à l'école de la réalisation urgente. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que le roi assistait à la réunion de chantier tous les jeudis. Le roi lui-même. Le roi lui-même, il suivait ce chantier. Il voulait donner une marque à ce petit palais. Donc là, Et révérence, tout le monde au garde à vous, non, non, non? non. Un homme d'une intelligence exceptionnelle. Et il a avancé devant avec l'architecte. Et j'étais derrière avec mon cahier. Et bien sûr, toutes les remarques, toutes les décisions étaient notées. Et donc, j'étais là pour noter et ensuite transcrire tout cela auprès de toutes les entreprises. C'était disons, un exercice de grande vitesse parce qu'il était toujours pressé. Mais j'ai appris à le voir décider. J'ai appris ce qu'était le leadership, si vous voulez, avec une vision, la vision de donner une image de son pays qui reçoit un autre de prestige. Voilà, c'était ça, son objectif. Toutes les semaines, Oui. le roi revient sur le chantier. C'est incroyable de Ah oui, penser oui, ça. oui, C'est démentiel. C'est comme si un président de la République en France venait suivre Notre-Dame mais, toutes les semaines pendant plusieurs mois. mais c'était un plaisir pour lui, parce qu'il voulait que le Shah d'Iran se retrouve dans un lieu de plaisir, agréable, Beau. confortable, et en même temps qu'il comprenne quelle était la culture marocaine à travers cette architecture de ce petit palais, à travers ce grand patio qui avait été réaménagé, à travers toutes ces salles, les, les- la sculpture marocaine dans le plâtre. C'était quelque chose de vraiment très intéressant. Et donc, non seulement nous apprenions la culture architecturale marocaine, mais en même temps, nous découvrions ce qu'un monarque averti pouvait avoir comme vision à long terme de chaque décision qu'il prenait. Il Voilà. avait des commentaires très précis à faire, des Excessivement précis. demandes sur la Chaque chose, cuisine, sur les objets, la tout, 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 décoration. tout, tout. C'était un homme de précision, je le répète, d'une grande intelligence. Et il, il arrivait à convaincre l'architecte lorsqu'il avait une vision différente, à le convaincre de tel ou tel intérêt pour telle ou telle chose. Et voilà. Et donc, j'ai appris en 4 mois ce que j'aurais dû apprendre normalement en 10 ans. Mais là, il n'y avait pas d'alternative, il fallait suivre. Le chantier a été tenu et le Le Shah chantier a d'Iran été a tenu, le pu Shah vivre. d'Iran est venu, il a occupé, et voilà. Incroyable. Et c'est Mon meilleur souvenir de constructeur, si vous voulez. effectivement une vie de construction. Et ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, vous lancez un projet qui s'appelle Casadora Oui, et en quelque sorte, vous revenez à ça. C'est-à-dire que c'est un projet quasiment pharaonique, un resort, vous allez pouvoir nous en parler et vous reconstruisez cet art mauresque dans oui, cette oui, tradition. Vous pouvez nous en dire 2 mots? absolument. Après la fin de ce chantier, j'ai voulu voir d'autres horizons, et donc j'ai quitté le Maroc. J'avais À quel 21 âge? ans, et je me suis installé en France. J'ai intégré l'entreprise Eiffage, qui à l'époque se dénommait Fougerolles. Et j'ai fait ma vie de constructeur. Au bout d'un certain temps, j'ai créé ma propre entreprise. Mais aujourd'hui, comme vous le citez, Casadora, c'est un rêve d'enfance, c'est un rêve de jeunesse. Cette architecture marocaine me plaît énormément. Les arcades, les arcs, les sculptures, et tout ce qui évoque
Donc cette richesse de la pierre, du plâtre, de la peinture décorative, tout cela, aujourd'hui, je voudrais le retranscrire dans un resort, non pas avec une architecture contemporaine type Caraïbes ou Miami, mais dans une architecture marocaine intéressante. Nous avons donc acquis il y a 18 ans un terrain en bord de mer au sud de Casablanca, à 1 heure de Casablanca, dans la ville d'El Jadida, dans un lieu absolument protégé. Et on est à 300 mètres d'une plage sauvage, au milieu d'une forêt d'eucalyptus de 1000 hectares. C'est un lieu C'est une extraordinaire, oasis. un oasis, un Ouais. véritable oasis. Et là, on a décidé, avec mes associés, de créer un resort différent. Voilà, Avec le confort moderne. évidemment, évidemment. Voilà. D'accord, oui, oui. Donc vous revenez à vos racines. Oui, Vous avez grandi au Maroc, la c'est culture marocaine, la cuisine marocaine, oui. voilà, toute cette ambiance Des très arts les arts marocains qui est très la nombreux. musique, Oui, les sciences aussi, la culture. spiritualité même marocaine Oui, est assez absolument. singulière. Et vous y revenez aujourd'hui à 84 ans. Oui, Incroyable. Mais il y a eu toute cette vie au milieu qu'on va voilà. découvrir, donc qui a commencé déjà de manière assez spectaculaire par cette aventure avec Oui, un roi. c'est une chance. Ah, c'est une chance incroyable, mais c'est quoi le secret de cette vie? Comment on fait pour rater son bac, devenir entrepreneur, travailler dans un bureau d'études à seulement 19 ans pour le roi du Maroc et après construire comme ça, on va le voir au C'est Venezuela et ailleurs? c'est le fil conducteur, c'est le besoin de c'est le besoin de démontrer à mes parents que malgré mon échec au baccalauréat, j'avais la volonté et j'avais la détermination et le goût du travail. Voilà. Et donc, cette poursuite de la réussite a été mon moteur et mon énergie. Et donc, je n'ai cessé de, 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 de chercher des, des, des projets qui me permettent de m'épanouir. Et de briller dans les yeux de Oui, ses oui, parents, tous les enfants, c'était ça. C'était rêvent de ça. Que faisaient vos parents? mais, alors, mon père avait créé une activité il faisait une conserverie. Donc, il a eu plusieurs activités. Mon grand-père a d'abord créé une usine, une manufacture de glacières, parce qu'à l'époque, les frigidaires n'existaient pas en 1930. Et donc, en 1930, mon grand-père a créé une marque de glacières que l'on bien étanches, fabriquées avec des écorces de chêne. C'est très isolant. Et l'intérieur était doublé avec du zinc. Et là, on y calait une barre de glace qu'on achetait dans une glacière et on conservait ses aliments. Et là, mon grand-père a distribué ce genre de produit un peu partout, dans tout le Maroc. Et ensuite, mon père a démarré une activité de conserverie. Il faisait des petits pois et du sel de table, voyez-vous. Et ensuite, bien, j'ai quitté le Maroc jeune, à 21 ans, et je cherchais donc à bâtir le plus possible et le plus loin possible. Famille d'entrepreneurs, en fait. Oui, Donc, famille d'entrepreneurs, forcément, incontestable. pour briller dans les yeux de Oui, ses parents, c'était il des fallait exemples vous-même, pour moi, vous bah, savez. forcément, oui, oui, oui. Oui, Vous avez mon grand-père était un exemple, mon père était un exemple, et j'ai voulu être un exemple pour mes enfants. Voilà. on comprend que vous l'êtes devenu ou vous l'êtes encore. Mais donc oui, il y avait cette famille entrepreneuriale, un sang entrepreneurial, donc c'était assez évident pour vous de devenir entrepreneur. À quel moment? Donc vous rentrez en France, vous travaillez pour Eiffage, donc là vous Oui, êtes et puis encore, tout en étant directeur de travaux chez Eiffage sur un programme au sud de la France, euh, je, hum, je décide d'accepter ce que mon père me demande, c'est-à-dire il allait prendre sa retraite et il me dit, allez, construis-moi une petite maison dans une crique au nord de Barcelone. Donc j'habitais à 1 heure de la ville de Rosas. C'est une énorme baie avec une crique merveilleuse juxtaposée. Et là, bon, donc je trouve un lotisseur, je lui choisis un terrain, je construis sa maison
Et régulièrement, quand je viens tous les samedis sur ce petit chantier domestique, je rencontre le lotisseur, je parle avec lui, je sympathise. Et lors d'un de mes stops chez ce lotisseur, il me dit, mais il faut que vous achetiez un terrain, il faut que vous fassiez un immeuble. C'est dommage de ne pas le faire. Regardez, nous avons des parcelles intéressantes. Et je lui dis, moi, je démarre dans la vie. À ce moment-là, je n'ai que 25 ans. Je n'ai pas je n'ai pas d'épargne, je n'ai pas de capital. Donc, je ne peux pas. Et il me dit, non, mais je vais vous faire crédit. Vous devez bien avoir quelque chose. Ben là, on était en fin juin. Je venais de recevoir le chèque des congés payés, puisque dans le bâtiment, on reçoit un chèque des congés payés tous les fins juin, chaque année. Et donc, je sors, j'avais un chèque de 1750 francs, de congés payés 1756 francs. Je lui dis, regardez, c'est tout ce que j'ai. Quelques centaines d'euros aujourd'hui. Il me dit, je le prends. et je choisissez une parcelle, je vous fais crédit, vous me la paierez quand vous aurez vendu vos appartements. Alors là, je suis choqué parce que garantie, je n'ai pas de garantie à vous donner. Il vous fait une confiance aveugle. Cet homme, je l'ai aspiré suffisamment pour qu'il me fasse confiance. Et là, tout de suite, j'ai passé 1 heure de plus avec lui, j'ai signé une parcelle. Le soir même, chez moi, je n'ai pas dormi, j'ai dessiné les plans d'un immeuble, j'ai trouvé un architecte dans cette ville de Rosas qui a déposé un permis, et j'ai vendu dans des soirées Tupperware, puisque je n'avais pas un centime pour faire de la publicité. Donc j'ai organisé des soirées Tupperware en Alsace, et où j'avais des relations, et je demandais à mes amis d'organiser des soirées apéritives. Et là, je projetais des photos de la baie de Rosas, et j'avais mes plans, et je présentais mon produit. J'ai eu la chance, en l'espace d'1 mois, de vendre la totalité des 40 appartements parce que c'était un site merveilleux. Incroyable, donc c'est vraiment de la promotion immobilière. Oui. On a un terrain, en principe on l'achète, mais là on vous fait crédit, on vous fait confiance pour réussir à le rentabiliser, puis on doit avoir quand même de l'argent pour construire. Oui. Ben alors là, c'est grâce... Et avec les quelques centaines d'euros que vous aviez... Chaque acquéreur versait une partie du prix à la réservation, ensuite au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ce qui veut dire que le lotisseur qui m'avait fait confiance a été payé de son terrain au bout de 4 mois, parce que j'avais eu un succès réel dans la commercialisation dite, entre guillemets, Tupperware. Oui, c'est des petites réunions, Voilà, on réunit des amis, on leur parle de ce projet, on dit, ben voilà, si tu en as marre du froid, ça. À je ne sais pas quelle période, et ben, tu peux descendre dans le sud, au nord de Barcelone, dans cette baie merveilleuse, et tu auras un appartement de tant de mètres carrés, voilà ce plan, tu choisiras la déco le moment venu, etc. Incroyable. C'est exactement cela. Une construction comme ça dure combien de temps? Ça dure 1 an et demi. D'accord. Voilà. Donc, et à la fin de cette année et demie, j'avais installé des bureaux à Toulouse, et j'espérais me développer en tant que promoteur à Toulouse. Et donc, j'avais des relations avec des banques qui prêtaient aux acquéreurs. Et là, je crois que c'était la banque de l'Ain, oui, c'est ça, la banque de l'Ain, me donne une invitation pour un cocktail à Paris. Il faisait ça pour stimuler les promoteurs afin qu'ils prescrivent leur crédit auprès des acquéreurs. Et là, donc, je viens à cette soirée à Paris, et donc, j'étais dans ce cocktail, et j'étais seul, parce que je connaissais personne. Une coupe de champagne à la main, et donc j'entends derrière moi un homme parler de ses déboires, de ses difficultés au Venezuela, parce que c'était un promoteur qui était installé rue de Lourmel à Paris, et c'était un promoteur du 15e arrondissement qui avait osé s'exporter au Venezuela, et il ne parlait pas la langue espagnole, et il était totalement dépourvu. Donc, lorsque ce petit groupe s'est désagrégé, je me suis approché de cet homme et je lui ai dit, vous savez, je suis promoteur, mais débutant. Je parle espagnol. Je parle espagnol. Votre père étant espagnol. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Il me tend sa carte de visite et me propose de le rencontrer à son bureau le lendemain
un samedi matin. Et le samedi après-midi, j'avais un billet d'avion pour partir au Venezuela. Et c'est là qu'a commencé mon aventure vénézuélienne qui a duré 10 ans. Mais vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 29 ans. Ah, Voilà. incroyable. Et vous partez Oui. sur une opportunité, la chance vous sourit, Ah vous oui, dites absolument. l'appel de l'aventure, Oui. je pars pour le nouveau Oui, monde. oui. Ça a été une très très belle aventure parce que c'est un pays qui venait de nationaliser les puits de pétrole. Normalement, le pétrole vénézuélien était géré sous emprise des sociétés pétrolières américaines. Elles étaient toutes là. Mais un président vénézuélien a eu plus de courage que ses précédents, a obtenu, si vous voulez, nationalisation de tous ces puits de pétrole, de toutes ces sociétés, et il a bien fallu créer des structures pour gérer cette manne pétrolière, puisqu'à l'époque, le Venezuela représentait 3 millions de barils par jour, voyez-vous. Donc une frange, une classe moyenne est née spontanément au Venezuela. Ça a été très rapide, et je suis arrivé au moment où cette classe moyenne s'épanouissait. Elle devait se loger. Voilà, il y avait une pénurie de logements terrible. L'offre était nettement inférieure à la demande et les salaires étaient là, puisque le monde pétrolier est un monde où les salaires sont intéressants. Et donc, il y avait vraiment une place à prendre. Une demande très importante de logement. Ce Français promoteur avait installé ses projets dans la ville de Maracaibo, qui est la capitale du pétrole au Venezuela. C'était une ville d'1 million d'habitants, vraiment une ville champignon. C'est le cas de le dire. Qui a poussé très très vite, de manière un peu... Qui poussait très vite. Vous aviez des maisons avec des puits de pétrole dans les jardins. C'était incroyable, incroyable. Et donc là, je prends les commandes de son entreprise et très vite, je m'aperçois que la demande est nettement supérieure à ce que je pensais. C'est même diabolique. Donc, pendant 6 mois, j'œuvre pour cette personne. Il y a des chantiers en cours. Je lance le chantier, il démarre. On démarre la commercialisation et je suis surpris parce que la demande est telle. C'était des maisons, il y avait 400 maisons. Et chaque week-end, on faisait à peu près 10-15 ventes de maisons. C'était énorme, alors qu'en France, le rythme devait être de 1 à 2 maisons par mois. Là, on était à 10-12 maisons par week-end. Et donc, je comprends que je perds mon temps et qu'il faut tout de suite... aller là où le marché est bon. Voilà. Donc, mon frère était lui aussi ingénieur chez Eiffage. Il était sur la succursale de Lisbonne. Il faisait du logement à Lisbonne et Porto. Et donc, je l'appelle au téléphone et je lui dis « Laisse tomber tout ce que tu fais, viens, rejoins-moi, il y a une épopée incroyable à écrire. » Il m'a fait confiance. 3 mois plus tard, il est arrivé. On n'avait pas de capital, donc on a commencé à être des prestataires de services pour les promoteurs locaux. Alors, vous aviez continué avec votre patron Oui, de l'époque, on a continué avec ce partenaire, lui apporter du service, et on a trouvé d'autres promoteurs à qui on a apporté du service. Et très vite, on a invité des investisseurs français, donc un investisseur toulousain et 2 investisseurs parisiens, qui sont venus et qui ont trouvé donc nos projets, parce qu'on avait mis en place des idées de projets, nos projets intéressants, et on a démarré comme ça, très rapidement. Et au bout de 10 ans, on avait fait à peu près 600 à 700 logements par an, et on avait une entreprise de... Des milliers de logements. Des milliers de logements. Des milliers de logements, oui. Et ça n'était que des grandes opérations. Des maisons, des tours. De tout. On faisait des maisons. Et en appartement, on s'était spécialisé pour essayer d'avoir une différence par rapport aux autres constructeurs autochtones. On faisait que des appartements en duplex. C'était des duplex de 80 mètres carrés, avec séjour, cuisine au rez-de-chaussée du duplex, et à l'étage, les chambres. Et ça marchait très, très, très fort. On faisait à peu près 600, 700 logements par an. C'est une logistique démentielle. Démentielle. Donc, on a installé ces 3 investisseurs dans 3 villes différentes du pays pour éviter la concurrence inutile.
Ah, chacun avait Chacun avait ses son zones, territoire. d'accord. C'était le Far West, un territoire très, très bien défini. Et donc, au début, eh bien, on prenait les lignes régulières vénézuéliennes pour aller de l'ouest du pays, Maracaibo, à l'est du pays, la ville de Puerto La Cruz ou la ville d'El Tigre, qui étaient là aussi des villes de pétrole. Donc, très vite, on a compris que les vols étaient régulièrement en retard ou surchargés ou surbookés, donc on loupait des rendez-vous de chantier. On a donc décidé d'acheter un avion. On a acheté un Beechcraft Baron, Voilà, quand il y a des 6 problèmes à places. l'aéroport, autant avoir son Voilà. propre avion. On a recruté en France un pilote chevronné qui est arrivé avec femme, enfant et bagages. Et on a travaillé d'une façon très ordonnée à partir de ce moment-là. Et donc l'avion avait des rotations pratiquement quotidiennes. Nous avions des chantiers dans 3 sites différents. Il fallait se rendre à Caracas toutes les semaines parce que c'était comme en France, Caracas est le centre du pays, le centre névralgique administratif. Et donc il fallait euh, négocier tout ce qui était financier à Caracas. Et donc nous avions un avion qui volait beaucoup. Voilà. Et alors, vous évoquez l'aspect familial de ce pilote, mais vous partez à 29 ans. Est-ce que vous partez avec quelqu'un là-bas? Vous étiez Oui, je encore pars à seul 29 ans avec ma famille, c'est-à-dire ma femme et sa fille. Et mon frère arrive au Venezuela avec femme et enfant aussi. Et nous nous apercevons que notre succès est tel qu'il nous faut recruter. Donc on recrute en France des anciens de chez FH, puisque c'était Vous la connaissiez? le vivier idéal. Et tous ces jeunes ingénieurs nous connaissaient parfaitement. Donc immédiatement, ils switchaient sur le Venezuela. Ils Et prennent leurs risques, ils viennent donc, avec femme et enfants. très vite, on s'est retrouvé avec 8 expatriés. Donc, un Espagnol expatrié qui était chef comptable. Et tout ça, c'était bien beau, mais dans la ville de Maracaibo, il y avait aussi des entreprises françaises et étrangères, notamment CDF Chimie. Et là, il y avait une population qui demandait une infrastructure culturelle. Et donc, j'ai pris la décision de créer une école française. Donc, j'ai fait une espèce de souscription auprès de toutes les entreprises françaises qu'il y avait là et à Caracas aussi. J'ai demandé de l'aide à l'ambassade de France pour avoir des enseignants et nous avons obtenu tout ça et nous avons ouvert une école avec 42 élèves. Voilà. En fait, chaque problème Oui. appelle une Une solution. solution Il y a un merveilleuse. problème de C'est ça. transport, on a son propre avion. Mais Il y a un problème d'éducation, et ben on crée une école. voilà. C'est pas plus compliqué que ça, la vie. Mais ça permet à tous ces expatriés de travailler tranquillement, d'avoir résolu les problèmes d'éducation de leurs enfants. Et donc, nous étions sincèrement efficaces. Mais alors là, vos parents sont très fiers de vous. C'était Oui, votre oui, oui. objectif. Ils Quelle avaient, réussite. ils avaient réalisé que mon petit échec au baccalauréat était un incident de parcours et rien d'autre. Et ils étaient contents comme tout. Parce que vous n'aviez même pas 40 ans. Vous êtes Non, resté non, 10 non, ans non, là-bas. non, Donc non. c'était. Ben, je suis resté 10 ans au Venezuela, de 29 ans à 39 ans. Voilà. Mais pourquoi est-ce que vous en partez? Alors, c'est un pays merveilleux. Eh bien, d'opportunités, écoutez, c'est un pays merveilleux, c'est un pays où on travaille très très bien. D'abord, au départ, lorsqu'on arrive, on s'aperçoit que les techniques de construction sont archaïques. Là, c'est très simple à voir. Les Vénézuéliens construisent comme les Américains, c'est-à-dire ils construisent mal. C'est- Les gens ne le savent pas, Ah oui, c'est vrai, les Américains construisent mal. très très mal. Ah oui, Mais ce sont les Français qui construisent le mieux dans le monde. d'accord. Ça, on l'ignore. Mais le béton armé a été inventé en France. C'est M. Fraissinet qui l'a inventé. Et en France, on sait construire, on sait isoler, on sait se protéger. Les bâtiments dans tous ces pays-là sont des bâtiments. Toutes les maisons américaines sont faites à base de construction en bois. Beaucoup de bois, oui. Les décorations sont des briquettes, mais elles ne sont que Qui décoratives. sont assez jolis d'ailleurs. C'est très, très agréable à regarder. Mais le moindre cyclone ou le moindre typhon, vous avez vu ce qui C'est se la maison passe. des trois petits cochons. Ça n'arrive pas chez nous, ça.
Donc, nous arrivons là et on voit qu'ils construisent avec le système poteau-poutre, c'est-à-dire des poteaux et des poutres, et on remplit avec des briques. La structure, elle est faite comme ça. C'est archaïque, parce que ça ne permet pas de faire de la construction à grande échelle. En France, on est déjà passé à une autre chose. Il y a une entreprise à Saint-Amand-les-Eaux qui s'appelle, j'ai oublié son nom, qui a inventé un coffrage tunnel. C'est Outinor, l'entreprise Outinor, qui hélas aujourd'hui n'existe plus. Et qui travaille étroitement avec le groupe Eiffage, justement. D'accord. Et qui a inventé une manière de construire très vite. C'est-à-dire, c'est un coffrage qui permet de couler du béton entre deux faces métalliques. Là, vous coulez les murs. Et après, ils ont inventé le complément et vous faites en même temps le plafond et le deuxième mur. Et ça, vous pouvez décoffrer le lendemain. Ce qui veut dire que vous pouvez faire un étage par jour, pratiquement. Ça, on le propose au Venezuela et on importe ces coffrages dans de gros cargos. Tout ça arrive sur le chantier de Maracaibo, chantier de 1000 logements, et on nous interdit d'utiliser cette méthode. Impossible, parce que avec cette méthode, vous êtes obligé d'incorporer les canalisations électriques dans les murs. Ils sont à l'intérieur, dans des fourreaux en plastique. À cette époque-là, au Venezuela, aux États-Unis, les fourreaux sont en acier, en tube noir, en tube en fer noir, et ils sont apparents, affreux et archaïques. Donc, nous lançons... C'est des normes qui vous interdisent de les utiliser. C'est ça, oui. Ouais. Donc, on travaille pendant 3 mois avec le matériel qui stationne sur le chantier et qui attend. C'est mon frère qui a eu ce succès. Et au bout de 3 mois, il déplace bien sûr des ingénieurs vénézuéliens sur Paris pour visiter les chantiers, leur démontrer la vitesse d'exécution, l'économie que cela représente en temps. Le temps égale de l'argent, des intérêts bancaires en moins. Et donc là, on arrive à les convaincre et on obtient des décrets qui nous permettent de démarrer. Puis il y avait cette pénurie de logements, donc forcément, ils avaient intérêt à que la construction accélère et que les gens puissent se loger. Et de plus, dans leur système de construction à l'ancienne, quand vous faites une dalle, vous devez tenir le coffrage de la dalle pour pas qu'il s'effondre pendant que vous coulez le béton. Et pour le tenir, vous mettez des piquets en bois. C'est ce que faisaient nos ancêtres, les Gaulois, j'allais dire. Mais il y a 60 ans, 70 ans en France, on utilisait encore des piquets en bois ou des madriers. Dans ces pays-là, on coupe la forêt et on met des arbres. Donc ça, c'était très, 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 très archaïque, je le répète à nouveau. Donc là, on a créé une petite entreprise et on a fabriqué des étais métalliques à la française, coulissants, et voilà. Et on a rapporté ça aussi. Un problème, une solution. Une solution, exactement. Mais alors, et là, nos chantiers ont démarré et on a construit les milliers de logements. Des milliers de logements de façon intelligente. Toujours en accession. C'était des logements qui étaient vendus à une classe intermédiaire. C'était de l'accession. Et à l'époque, nos logements se vendaient autour d'une valeur équivalente à 120 000 francs. Voilà. Donc c'était pour la classe moyenne qui s'enrichissait grâce à la manne pétrolière. Très bien. Et alors, merveilleux parcours au Venezuela, la grande fierté, le début de l'entrepreneuriat. Et pourquoi le quitter ? Parce que le Venezuela était donc béni des dieux, puisqu'il possédait des richesses dans le sous-sol extraordinaires en hydrocarbures. Mais pas seulement. Le Venezuela est le 2e ou 3e producteur de bauxite, donc aluminium, au monde, après la Jamaïque et je ne sais quel autre pays. Et donc, le Venezuela était un pays où l'argent coulait à flot. Ce qui est incompatible avec une mentalité, si vous voulez, de facilement corrompue. Et donc, à tous les stades de l'État, vous aviez des structures de corruption étatiques qui ont ruiné le pays. Et vous, dans le bâtiment, j'imagine que vous le ressentiez. Alors, nous ne le ressentions pas, puisque nous étions une entreprise individuelle, privée. Mais donc, pour obtenir un permis, il n'y avait pas... Oui, bien sûr, mais ça, c'était des petits
petite corruption. Je parle de grande corruption, Ouais, c'est-à-dire, détournement d'État massif. bien sûr. Ouais. Et donc, pour compenser cette corruption qui était une véritable hémorragie pour le pays compensait cela en s'endettant sur les marchés étrangers. Donc le Venezuela était en permanence faisant déficit. appel à des crédits en dollars auprès de banques américaines sur le marché monétaire, disons. L'argent était Voilà. détourné, donc il y avait un déficit. Et il est arrivé un moment, en 1983, où les banques étrangères, le marché monétaire n'a plus voulu suivre les demandes de financement et le Venezuela a été contraint d'évaluer sa monnaie le 18 février, c'était un samedi, de 330% en une journée. Donc, il émet énormément de devises pour compenser s'il a fait tourner la planche à billets, quoi. Ce qui veut dire que si vous possédez un terrain, vous pouvez diviser sa valeur par 3,3 et vous avez la réalité. Voilà. Donc, là... L'État a fait faillite? Il y avait une faillite de l'État? L'État a fait faillite, absolument. Donc, vous avez connu un État en faillite. J'ai connu un État en faillite. Et le joke, la petite plaisanterie qui circulait dans tous les milieux, c'était mais pourquoi le président du Venezuela ne va pas en Allemagne recruter un gestionnaire? Pourquoi il ne va pas à Wall Street recruter un PDG pour tel ministère ou tel autre ministère? Parce que les Vénézuéliens n'étaient pas capables de rigueur, tout simplement. C'était le mot-clé, la rigueur. On en parlait beaucoup, mais on ne le voyait pas. Donc, nous, pendant les 4 dernières années au Venezuela, nous avons eu des sollicitations de banques françaises pour rentrer dans notre capitale. Et nous avons donc accueilli une banque qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait la Banque Worms, qui était une banque française très sérieuse, qui a souscrit 17% chez nous. Et ensuite, nous avons eu la Banque Paribas, avant qu'elle ne devienne associée de BNP. Oui. Et ces deux banques, donc, étaient dans notre capitale au moment où il y a eu cette dévaluation. Et là, nos relations avec la Banque Paribas étaient excellentes. Et donc, ils nous ont conseillé de nous expatrier aux États-Unis parce qu'ils avaient une succursale à Houston qui était très, très, très puissante, dans la mesure où Houston est la capitale mondiale du pétrole. C'est à Houston que se fabrique tout le matériel pétrolier. Et là, eux, ils avaient des possibilités pour nous permettre de nous installer. C'est ce que nous avons fait. Donc, ils ont pris les deux entrepreneurs, ils ont compris qu'il y avait une autre aventure à écrire. Exactement. Continuer ce chemin. Et donc, vous avez laissé le Venezuela, tous ces chantiers. Mon frère n'a pas voulu vivre aux États-Unis à ce moment-là. Il a préféré revenir sur Paris. Donc, on a créé une structure parisienne et une structure vénézuélienne. Et nous avons cohabité comme ça, associés, bien sûr, toujours les deux frères unis, et chacun de son côté, essayant de grandir. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait en arrivant aux États-Unis ? Immédiatement, nous achetons un terrain dans un... Évidemment, j'ai envie de dire. Évidemment, dans un très beau terrain, dans un très beau quartier de Houston. Et là, on demande à notre architecte et ami parisien, Lucien Guerra, qui nous avait fait tous les projets au Venezuela, de venir nous rejoindre à Houston. Il nous fait un projet de 125 logements style que nous avons baptisé déjà French Touch. On a inventé ce mot-là. On ne savait pas ce que c'était, mais on le prononçait. Et là, au moment où on démarre les démarches de permis de construire, de pré-commercialisation, de pub, etc., survient le second choc pétrolier. Là, Paribas nous dit « Attention, c'est sérieux, ne vous lancez pas dans les travaux, on ne pourra pas monter de financement, c'est pas le moment, il faut patienter. » Donc, eh bien, on range les crayons dans le porte-plume, hein, et on attend.
Donc, au bout d'un mois, Vous n'avez pas le goût de ne rien faire? je m'impatiente, je m'impatiente et je comprends que ça peut durer, que ben, le terrain est au chaud, il est bien là, que faire? Et donc, je décide, pourquoi pas, de créer un drugstore. Un drugstore tel qu'il existait en haut des Champs-Élysées, à Paris, où j'aimais bien m'y rendre. Et donc, Donc un drugstore, c'est quoi? c'est un lieu où restauration, bar, boulangerie, pâtisserie. Mmh. Et donc, là, j'essaie de sortir un dossier. Je trouve un lieu à Houston, un local, que je prends en location et je fais un petit projet, mais je suis hésitant. Et je demande à un de mes amis resté au Venezuela, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, tu sais, je te conseille d'aller voir mon patron à New York. Ce garçon, cet homme, était le directeur d'une entreprise de transitaire. C'est lui qui avait géré notre déménagement. Et cette entreprise était une filiale de la banque Rothschild à New York. Et donc, il m'organise un rendez-vous avec un des dirigeants de la banque Rothschild à New York. Et là, j'ai été reçu très agréablement. Et on me dit, mais vous vous trompez complètement. Oubliez ce projet. Faites uniquement boulangerie, pâtisserie, ça ira très bien. Vous êtes français, Voilà. vous avez un Donc, savoir-faire, je suis le conseil apportez-le. et je vais à Paris recruter des chefs pâtissiers chez le nôtre et j'organise une pâtisserie fast-food et on démarre une espèce de lieu hybride où les gens peuvent avoir un salon de thé, mais aussi avec une quarantaine ou cinquantaine de places assises. Et là, il y a des croissants que l'on tranche par le milieu, où l'on met du foie gras, du jambon, et du saucisson, des choses comme ça. Les Américains n'ont jamais vu ça et ils apprécient et ça marche très bien. On ouvre une deuxième succursale, une troisième et on est heureux en attendant que l'on puisse démarrer notre chantier. Et ça, c'est vous qui l'avez inventé, Oui, carrément. le croissant tranché avec de toutes pièces. Absolument. J'ai vécu aux États-Unis et c'est un truc qui marque parce qu'on n'a pas l'habitude en France. Non, On voit des non, croissants. on a inventé ça en 1984. C'est incroyable. Parce qu'en plus, j'avais toujours dit, ils ont pris une brioche, ils l'ont Oui, coupée, non, ils ont mis un sexe, donc c'est devenu un burger. Et vous avez coupé carrément le croissant pour mettre. Et je vais vous choquer. Quand on a imaginé cela avec les chefs pâtissiers que nous avions, eh bien, on a dit, tiens, c'est Maria qui va les faire. Et Maria, c'était une Mexicaine qui travaillait chez nous, qui est devenue du jour au lendemain la chef des sandwichs croissants. Incroyable. Incroyable. Et ça, c'était à Houston. À Houston, oui, on avait une très belle surface. Comment elle s'appelait, cette boulangerie? Ça s'appelait Croissant Brioche. D'accord. Toute la partie marketing avait été conçue à Paris. Ils adorent le mot croissant. En plus, Ils adorent le mot croissant, ils le prononcent très très bien. Le mot café en lait aussi, vous voyez. Disons qu'on avait un beau petit succès et même nous avions négocié avec Air France la livraison de 70 000 petits gâteaux pour le vol Paris-Houston, Mexico, Houston-Paris, quotidien. Ah oui. C'était, on était heureux. Quand un dimanche, au bout de 3 ans, au bout de 3 ans d'exercice, quand un dimanche au brunch, une personne qui était assise à la terrasse qui déjeunait de nos croissants brioches avec un gros bouquin, elle était là tous les dimanches, cette personne, on la connaissait. Elle lisait tous les dimanches. Et donc, elle me fait un petit signe, je m'approche d'elle et elle me dit, c'est bien vous le patron? Je dis oui, je suis là, oui. Elle me dit, à la fin du service, venez me parler. Donc, à la fin du service, je me dirige vers elle, elle m'invite à m'asseoir, je m'assois, je m'assieds, et elle me dit, écoutez, je voudrais acheter votre entreprise. Alors là, je suis très surpris. Je lui dis, d'abord, on n'est pas à vendre. Vous savez, on est très très bien, on est très heureux. Ça faisait combien de temps que vous aviez lancé? Ça faisait 3 ans. Il n'existait qu'une seule boulangerie pour le moment? Non, on avait 4 adresses. 4 adresses. Toujours dans Houston? Toujours dans Houston. Et puis c'est un métier nouveau pour vous, en plus, parce que vous avez fait de la construction, mais absolument, la totalement restauration, nouveau. c'est... Totalement nouveau.
Et ça vous a pas impressionné? Vous avez appris sur le tas? Bah, vous savez, c'était, j'ai été recruter les personnes qu'il fallait à Paris. Ouais, Donc, on je n'avais apprend pas de avec, mérite. d'accord. Bah, quand même, celui d'organiser, d'être le Mm, chef d'orchestre, D'imaginer le lieu. Voilà. Et donc, là, je lui dis qu'on n'est pas à vendre. Elle insiste, elle insiste, elle insiste. on n'est pas à vendre, on est Et peut-être à elle acheter. sort sa carte de visite. Sa carte de crédit, je pensais qu'elle allait Non, acheter son non. son chéquier. Et elle me dit, voilà, je suis la présidente du groupe Accor Ah, la présidente du groupe Accor! pour les États-Unis. Incroyable! Mes bureaux sont au Sofitel de l'aéroport. Je vous propose de venir demain, on était dimanche, demain lundi, venez me voir, quelle est l'heure qui vous convient. Donc, bon, je lui dis, mais on n'est pas à vendre, elle insiste. Et le lendemain, à 10h, je me retrouve dans son bureau. C'est incroyable ces rencontres. Vous rencontrez à une soirée parisienne un Mais promoteur du Venezuela et hop, ça vous envoie comme ça. authentiquement Et là, vrai. au brunch, une petite dame, mine de rien, présidente. D'accord. Et cette dame me dit, regardez, nous, au Sofitel, on veut faire français, mais on n'arrive pas à avoir un pain français. Parce que Accor, c'était effectivement, ça c'est toujours Bien d'ailleurs sûr, c'est toujours une immense la marque française. hôtelière qui a On a, plein de marques. il faisait de la viennoiserie qui n'avait pas le goût de la nôtre. Bien sûr, il n'avait pas recruté les hommes que nous avions recrutés Ah oui, donc chez ce qui Gaston Leclerc. m'intéressait, c'était d'avoir cette Voilà. touche française. Cette équipe nous coûtait cher, mais en fin de compte, elle nous a rapporté gros. Donc, à la fin de l'après-midi, le deal était conclu. À la fin de l'après-midi, vous aviez vendu? Oui, le deal était conclu à la Comme fin de quoi. l'après-midi. La surenchère est montée, montée, montée. On a fini par s'entendre. Ah, mais cette femme avait une force de caractère extraordinaire. Comme quoi, dans la vie, si on n'est pas à vendre, on est peut-être à acheter. On est peut-être à acheter, comme vous dites. C'est merveilleux, hein? Et en une après-midi, Oui. elle était tellement convaincue du concept, Oui, elle- du succès. et C'était autres. une cliente assidue. Oui, oui, C'est ça ce qu'il ne connaissait faut bien. pas négliger. Bien sûr, bien Et sûr. donc, elle connaissait la chose de l'intérieur, si vous voulez. Et donc, tout ce qui est due diligence, etc., Pricewaterhouse qui contrôle les chiffres, une semaine après, ils avaient pratiquement achevé et on a signé dans le mois qui a suivi le fameux jour, le fameux premier jour. Et voilà. Et donc, je reçois ce chèque non négligeable et je me dis, bon, maintenant, là, je vais me reposer et je vais rejoindre mon frère pour être à nouveau promoteur immobilier à Paris parce que la vie américaine ne me plaît pas. En fin de Donc compte, là, vous aviez quoi, 45 ans? 40 ans. 40 ans. Oui, 39 ans. 39 ans à ce moment-là. Et la vie américaine, 39, 40 ans. La vie américaine ne me plaît pas. Je rêvais, c'était un vrai rêve, et en fin de compte... C'est dur la vie aux États-Unis, il faut le dire. Moi, j'ai Non, vécu un an. Enfin, c'est pas la même sur le culture, plan quand même. business, c'est idéal. Ouais. Sur le plan relationnel, c'est inintéressant. Mais Vous ne trouvez pas que la vie quotidienne, du fait qu'il n'y ait pas justement de sécurité sociale ou autre, il y a une dureté de la vie, une âpreté de la vie peut-être plus forte qu'en France, non? il y a autre chose. Il y a le côté convenient, le côté pratique. Il y a le côté Efficace. concret, très concret, efficace. Et moi, je suis un anti-subvention, anti-aide, anti-assistance. Ouais, Donc là, ça j'étais vous allez très bien. dans mon élément. Non. Donc, je décide de quitter de quitter les États-Unis pour rentrer en France. Et je téléphone à mon ami banquier de la banque Worms à New York, et puisque on avait ces relations, et je lui dis, écoute, je viens de vendre l'entreprise, je viens te voir pour que tu me fasses le meilleur déplacement. Et donc, il me dit, oh, c'est pas possible, on vient vite. Donc, le lendemain, je suis dans son bureau, et là, il me dit, mais pourquoi tu as vendu? J'ai dit, parce que j'ai eu une offre qui m'a surpris, impossible à refuser, et voilà. Et il me dit, je suis en contact en ce moment avec Sodexo, tout le monde connaît Sodexo, ils veulent faire une expérience B2C, c'est-à-dire business to customer, c'est-à-dire les clients au quotidien, Oui, alors qu'autrement, eux, ils sont B2B, entreprise. Et donc, ils cherchent une opération. Je leur ai proposé de rentrer dans le capital de Croissant Brioche.
ça les intéresse et ils veulent rentrer. Je lui dis, c'est terminé, c'est trop tard, on a cédé au groupe Accor. Bon, il me dit, c'est pas possible, il faut que tu trouves un concept, il faut que tu me fasses quelque chose. Et donc, il prend le téléphone et il appelle le patron du développement de Sodexo avec qui il était en contact. Et il lui dit, voilà, je suis déçu, désolé, je voulais vous présenter cette entreprise, mais ça y est, elle est vendue. Mais je viens de demander à son créateur de nous trouver un concept spécialement pour vous. Et le bonhomme au téléphone a dû lui dire oui, et il me répond, bon, très bien, on vous rappelle. Et il me dit, il sort une ramette de papier de son tiroir, il me la donne, prend un stylo, c'est symbolique, il me donne, il appelle sa secrétaire, il me réserve une chambre d'hôtel, tout près de la banque, et il me dit, c'était Holiday Inn, je me souviens bien, et il me dit, tu ne reviens pas me voir tant que tu ne m'as pas amené un concept. Un concept. Bon. Incroyable. Incroyable. Mais vrai. Et donc, je m'enferme dans cet hôtel, et au bout de 3 jours, 2 jours et demi même, je reviens le voir, et je lui dis, voilà. J'ai un concept. Je peux te proposer ça. Qu'est-ce qui est le plus simple à faire pour ces gens-là? Eh bien, c'est d'abord éviter la viande hachée, c'est-à-dire le burger. Il y a 10 000 marques de restaurants fast-food burger aux États-Unis. Ça serait l'erreur de repiquer là-dessus. Le croissant brioche, je ne veux pas parce que je viens de quitter ça, donc ça serait inélégant et immoral. Je pense que le meilleur, c'est le poulet. Il faut faire du poulet. Il me dit pourquoi pas. Et je lui dis, ben voilà, en poulet, si on démarre cette chaîne de restaurants dans la Sunbelt américaine, c'est-à-dire tout ce qui est Houston, Dallas, tout le sud des États-Unis, ben, c'est peuplé de Mexicains et de Sud-Américains, eh bien, c'est le poulet qui s'impose. Vous aviez cette culture du Venezuela. Voilà, j'avais cette culture, donc il m'a dit c'est cohérent, c'est bien. Donc j'avais dessiné des petits éléments et je lui ai montré et il m'a dit qu'est-ce que ça coûte? Je lui ai dit il faut à peu près 200 000 $ pour faire la boutique et on va faire une location d'un terrain et s'installer dans un angle de rue. Il me dit c'est pas mal, il prend son téléphone, on était le matin et on était l'après-midi puisque c'était au bout de 2 jours et demi. Et là, il téléphone et avec le décalage horaire, il tombe sur le bonhomme. Donc, le gars est enthousiaste au téléphone et il donne son feu vert. 200 000 $. 200 000 $. C'est parti, on teste. Donc là, je leur dis, écoutez, moi, je suis en partance pour la France. C'est ça, il y a donc des États-Unis. Moi, je ne vais pas investir. Et donc, on se met d'accord sur 50-50. Nous fournissons le concept et nous lançons, nous mettons en place et nous travaillons. Et Sodexo fournit les 200 000 $. Ça s'est fait comme ça, au téléphone, en présence du banquier. Dans les 4-5 jours qui ont suivi, on a reçu les statuts, on les a enregistrés à Houston, les statuts, tout a été fait à une vitesse folle. Une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure. Et vous étiez encore à Houston à ce moment-là? J'étais encore à Houston, je venais de vendre. Ouais. Donc, j'appelle notre architecte local à Houston, qui s'appelle Ali Bayegan. Ali Bayegan, c'était le petit-fils de l'ancien Shah d'Iran, celui qui avait précédé Reza Pahlavi. Il faut le faire. Comme quoi, l'histoire... Infernal. Donc, cet architecte iranien qui parlait plusieurs langues avait sympathisé avec nous et avait fait la création de Croissant Brioche. C'est comme ça qu'on l'a connu. Il nous avait été présenté par un banquier. Et donc, on avait sympathisé et je lui dis, écoute, il faut que tu me fasses un fast-food. Alors, comme c'est destiné en priorité aux Sud-Américains, pensons aux Sud-Américains. Et je lui propose, je lui dis, écoute, fais-moi une petite église coloniale. Comme ça, j'ai dit ça en riant, okay, avec humour. Il m'a dit, mais tu as raison, on va faire ça. Et donc, il a dessiné. 48 heures après, je vois ce qu'il me présente. Ça ressemblait à une petite usine, une petite église de l'époque espagnole coloniale. Donc là, on a greffé là-dessus un moine avec une tonsure bien visible.
On a inventé une petite légende pour parler d'une sauce piquante inventée par les moines. C'est infernal, non? C'est incroyable. Et on a mis au point un petit fast-food. Les gens de Sodexo ont été heureux, ravis, ravis. Mais la sauce, elle venait d'où? Alors, c'est vous qui venait l'avez de- inventée? Ce sont nos Mexicains qui l'ont inventé. D'accord, incroyable. Et donc là, vous avez lancé cette petite. Voilà. Et il y en a eu d'autres après? Vous avez Alors nous, multiplié? au bout d'un an, les chiffres ont été tellement bons Ah oui, que... encore un succès. Non, parce qu'on a offert quelque chose qu'il n'y avait pas. C'était nouveau, bien sûr, alors Voilà. qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup des Voilà, fast-food on a de créé la poulet. différence. Et les Et, KFC, etc. et donc, moi, C'était du poulet frit ou du poulet. c'était du poulet à la braise. D'accord. À la braise, oui. Pas frit, non. D'accord. Non, non. Et donc, là, au bout d'un an, j'ai cédé mes parts à Sodexo et j'étais déjà rentré en France, d'ailleurs. Et il y en avait un seul à ce moment-là? Ou Il y en avait un c'était- seul. Après, eux, Ils ont multiplié. C'est- ce qu'ils voulaient. je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Incroyable. Donc vous êtes resté un an de plus quand même pour Oui, oui. encore Non, une je ne suis pas aventure. resté un an. Ah, vous Non, étiez rentré dès que la petite église, enfin, dès que le Ah, lieu d'accord. a été construit, Quelques semaines. dès que la mise en route a été faite, je suis rentré en France, rejoindre mon frère, et j'ai repris, si vous voulez, les plans de construction de nos projets en France. D'accord. Donc l'occasion fait le larron. Voilà. Quoi. C'est Voilà. vraiment une Non, opportunité avec c'est la passion aussi de la création. de l'inventivité. Et puis là, c'est créer un concept. Oui. Et toujours une chercher la histoire. différence, être différent des autres. Ça permet de tout de suite créer un petit espace sur le marché, de ne pas être au même niveau que les autres. Ah oui, on voit que tout le monde est sur le burger et Voilà. vous allez sur le poulet, bien sûr. Voilà. Et donc là, vous rentrez en France. Je rentre en France et avec mon frère, nous continuons notre métier de constructeur-promoteur à Toulouse. D'accord. Et donc là, vous aviez un peu plus de 40 ans, c'est ça? Oui, à peine 43, 40, 42, 43 ans, voilà. Et après, votre grand succès, c'est quand vous allez lancer un autre grand succès. Un autre concept. Donc là, on fait beaucoup de logements. On fait du logement. On démarre un petit peu de logement, loi Meignery, en défiscalisation. D'accord. On fait aussi pas mal de bâtiments industriels, clé en main. Ça, on avait vu ce que faisaient les Américains aux États-Unis. Et on a copié un petit peu le modèle turnkey. C'était très intéressant. Les marges étaient bonnes. Donc, on travaillait sur ce sujet. Et j'avais vécu donc à Houston et j'avais vu ce qu'était une résidence senior aux États-Unis. Et donc, Alors, c'était quoi une résidence senior? c'était quelque chose de très, très différent de ce que on voyait chez nous en tant que maison de retraite ou autre résidence-service qui existait en France. En France, les résidences-services, c'était du vertical. Un immeuble avec des appartes ou des chambres empilées les unes sur les autres. Et au rez-de-chaussée, un lieu de vie, restaurant ou salon. Aux États-Unis, j'avais visité une de ces résidences. Et là, j'avais compris que c'était la résidence ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était la partie distraction, entertainment. Ce qui faisait de l'enveloppe. Ce qui faisait la joie de vivre. Ouais, C'est-à-dire l'antithèse à la solitude. Ouais. Voilà. C'était pas que de l'immobilier. Il y avait Voilà. aussi une C'est dimension. surtout pas de l'immobilier. Ouais. Donc, j'avais visité des résidences où vous aviez 2000 logements, avec au début des maisons de grand luxe, ensuite des maisons de taille de niveau intermédiaire, ensuite des maisons de type social, et au bout des camping-cars. Vous voyez, incroyable, mais c'était ça. Et là, au milieu, vous aviez il y a toujours, d'ailleurs, dans ce type de résidence, de village, il y a un golf, une agence bancaire, un supermarché. C'est un petit village. Un petit village. Et je me suis dit, ça c'est bien. Il faut faire ça. Donc, je me retrouve à Toulouse et avec mon frère, on rencontre notre banquier avec lequel nous travaillons à Toulouse, qui est à l'époque le Crédit Lyonnais. Et je dis à ce banquier, écoutez, on a un projet de résidence senior, est-ce que vous voulez nous suivre? Et le gars, je lui explique, il me dit, ah, mais c'est intéressant, c'est différent, oui, pourquoi pas. Trouver un terrain. Bon, on se met à chercher un terrain. On sait faire. On sait faire. Et le premier terrain que l'on trouve, donc, eh bien, c'est à Perpignan, parce qu'on cherche le soleil. On se met dans le syndrome du Sunbelt,
comme aux États-Unis, C'est ça que les les gens du retraités, Nord viennent au Sud, voilà. etc., retraités, soleil. Et là, on fait un produit uniquement de maison. Et on dit, la maison, c'est le lieu pour dormir, mais il faut un lieu de vie. Et là, on crée, au milieu de ce programme, c'était à peu près 80 maisons, on crée un clubhouse exceptionnel. C'est le clubhouse luxe, avec une piscine, avec un billard, avec une salle de gym, avec des salons, des canapés, des bibliothèques, petits coins, cuisine, pour faire Point cinéma, tout ce qu'il faut, pour des bien grands vivre. écrans, pour que les gens aient envie de se retrouver là. On s'aperçoit donc que ça plaît. On on vend très facilement. Là, vous vendez, Là, chacune des c'est maisons, à la vente. d'accord. On les vend très facilement et on est surpris par l'accueil du produit. Mais dès le départ, notre idée était de dire les résidences seniors sont en ville et leur frein, c'est d'abord qu'on empile des appartements les uns sur les autres. Donc, on se retrouve en solitude quand on est senior. Et deuxièmement, eh bien, les terrains sont onéreux. En ville, ça coûte Ça coûte cher. plus cher. Donc, on cherche très vite après Perpignan, Des espaces plus on grands. cherche des petits villages, des Ouais. petits villages en bordure de grandes villes. Et là, et même, on va plus loin, on cherche vraiment les petits villages de 2000, 3000 habitants. Et là, on a l'embarras du choix sur les terrains, des prix défiant toute concurrence pour les terrains, et disons, une adhésion extraordinaire des seniors français. Du nord de la Loire, c'est là notre terrain de chasse. Et donc, on se développe bien, on arrive à faire 1 à 2 résidences par an, même voire 3, Avec combien de logements? entre 80 et 120 logements. Et là, on se dit, bien, on va faire de la pub à la télé. Et on devient les premiers promoteurs français à faire de la pub à la télé sur ce produit. Alors là, c'est l'explosion. 8000 appels, 8000 appels. 8000 appels par mois. Et bien sûr, tout ça, ça part très vite, très vite, très vite. Et donc, un jour, on reçoit un coup de fil de la banque Lazare qui nous dit avoir un de ses clients intéressé par notre produit, c'était Pierre et Vacances. Et nous avons vendu à Pierre et Vacances cette division de notre entreprise. Voilà. Incroyable. Incroyable. Et ça a duré combien de temps cette aventure? 10 ans pile, 10 ans. 1997 à 2007. D'accord. Voilà. C'est un peu le concept que vous relancez maintenant. C'est presque ça. En C'est tout cas, presque ça. on va comprendre que dans ce projet Casadora, il y a un mélange de Oui, toute votre voilà. vie, en fait. Il y a Oui, c'est ça. l'aspect marocain, C'est ça. l'aspect résidence, alors pas senior, mais vacances. Exact. C'est incroyable, quand même, la promotion. Ben, on essaie systématiquement, on a toujours, avec mon frère, nous avons toujours essayé. Et aujourd'hui, mon frère a pris sa retraite et c'est mon gendre, Corentin Aglaor, qui m'a rejoint et qui va prendre les rênes de l'entreprise. C'est toujours, nous avons comme objectif la recherche de la différence. Parce que la différence permet d'aller plus vite. C'est dur au départ parce qu'il faut convaincre que c'est mieux que ce qui se pratique ailleurs. Mais dès que vous avez passé le cap de la pédagogie et de l'explication que ce concept est nettement mieux que celui-là, eh bien, Les gens sont séduits. les gens sont séduits et ils adhèrent. Et surtout, le buzz s'installe. Moi, j'ai acheté à tel endroit, c'est pas totalement pareil qu'ailleurs, c'est très différent. Et là, tout de suite, vous avez une espèce d'effet buzz qui se produit et qui vous permet de vous développer facilement. Génial. Bah, on va peut-être appeler Corentin, alors. Ben oui, ça serait intéressant de... Corentin, si tu veux nous rejoindre. Eh ben, merci Corentin de nous rejoindre pour m'a parlé justement de Casadora. C'est incroyable. On a vu la vie donc d'André. Je commence au Maroc et il croise très jeune un roi tout de suite dans la promotion immobilière, la construction, et puis ses idées d'aventure en France, en Espagne, au Venezuela, de retour en France, en passant par les États-Unis. C'est incroyable. Et, euh, et aujourd'hui, on continue à entreprendre en famille. Vous avez 84 ans et vous vous lancez dans un nouveau projet entrepreneurial, Casadora. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est?
Alors, merci, pour l'introduction. Effectivement, on continue en famille. Casadora, c'est, avant tout l'accomplissement du rêve d'André, c'est-à-dire d'entreprendre au Maroc au nom de la famille Ramos. Ça, c'est très important comme, préambule. Casadora, c'est une résidence de vacances, un club de vacances, avec un ensemble de services, sportifs, du soin, de l'entertainment, dans lequel vous pouvez devenir propriétaire. Vous êtes propriétaire d'un riad qui est dans ce resort et que vous pouvez acquérir facilement et en sécurité à l'aide d'un outil fantastique qui est le droit. Je suis juriste de formation et donc le droit nous permet de construire un modèle qui rend accessible la propriété au Maroc à des prix tout à fait attractifs. D'accord, donc l'idée, c'est de recréer cette ambiance, village, Oui. pas senior, c'est un village, vacances, c'est, Un resort. un resort. On est quoi? On est à 300 mètres de la plage. 350 mètres de la plage. Ce qu'on disait tout à l'heure, un oasis, donc il fait bon, Un véritable oasis. d'accord, incroyable et là, vous construisez des riads, on respecte l'architecture locale, son Tout à fait. son état, son Des charme. riads neufs, parce qu'aujourd'hui, on est habitué au mot riad. Quand on parle de Marrakech, c'est dans la médina de Marrakech, ce sont des riads qui ont 100 ans ou plus, qui sont construits en pisé. Là, nous parlons d'un produit totalement neuf. Tout à fait. C'est-à-dire que, comme si vous achetiez une maison en France. C'est construit avec selon les normes marocaines qui sont très, très, très semblables aux normes françaises, avec, des matériaux totalement modernes et on respecte la tradition marocaine avec la notion de patio. Voilà, on est dans l'intimité de son patio. Quand on achète un riad, on achète à la fois un bien pour y vivre, mais aussi un patio d'intimité pour passer des moments tranquilles. Et il y a une petite piscine même, je Et il crois, y a dans chaque riad est équipé de sa piscine dans le patio. d'accord, donc c'est ce même concept où on a, un grand espace qui va être construit à neuf, dans le respect de la tradition marocaine, de l'état d'esprit et l'idée pour, les investisseurs français, les gens qui, veulent devenir propriétaires fonciers. Dieu sait que les Français aiment la pierre, ils aiment investir, dans l'immobilier. Là, c'est faire de l'immobilier à l'étranger et tu disais qu'il y a un montage juridique. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Si moi je veux demain, être propriétaire et Dieu sait que j'aime le Maroc et j'ai réfléchi moi personnellement, même un jour je voulais être propriétaire d'un riad. Qu'est-ce que je fais très concrètement et de quoi est-ce que je suis propriétaire? Alors c'est facile. Vous êtes en France, tout le monde connaît la SCI. C'est la société civile immobilière, la société par excellence par laquelle on détient les biens immobiliers. Et bien là, vous allez souscrire à des parts d'une SCI et cette société, pardon, va devenir propriétaire du riad dans le resort. D'accord, donc moi j'achète, en fait, j'investis dans une société française Exactement. Vous investissez dans une société française qui, elle, est propriétaire. et qui est propriétaire avec quelque chose de fondamental, c'est un titre foncier. C'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire d'une part de société qui détiendrait un bail précaire ou un bail de 30 ans, comme ça existait dans le timeshare. Là, cette société détient un actif. Oui, c'est pas une simple jouissance, Non, vraiment j'ai du foncier, j'ai de la exactement. pierre dans mon patrimoine. Je me permets de rajouter quelque chose, Corentin, c'est que, en France, on l'ignore, mais il y a eu un grand homme qui s'appelait le maréchal, Lyautey, qui a, géré, le protectorat français au Maroc pendant plus de 30 ans et cet homme a instauré au Maroc le cadastre. C'est-à-dire que le Maroc détient un cadastre ultra, ultra moderne. Vous allez dans n'importe quel cadastre, n'importe quelle ville au Maroc, vous donnez un numéro cadastral, dans les 3 minutes qui suivent, vous avez le plan cadastral, les coordonnées ou les propriétaires. C'est exceptionnel, Il y a une sécurité juridique absolu, dans cette acquisition. absolu. Oui, Tous les avoir, autres pays un petit tous les propriétaire. autres pays arabes ne vous permettent pas
d'accéder à la possession de la terre. Il y a une singularité Vous du êtes Maroc. dans les autres pays, vous êtes dans des concessions de 30 ans, 80 ans, 99 ans, et cetera. Au Maroc, dès le premier jour, vous êtes propriétaire. Comme en France, à vie, Pareil. La seule exclusion, c'est que vous ne pouvez pas acquérir de terres agricoles. Mais tout autres usages, là, c'est pas une terre agricole. c'est immédiat. Vous avez un notaire qui va enregistrer votre propriété de la même manière que votre notaire parisien ou autre. C'est une sécurité absolue. Et Corentin vous disait que la SCI est propriétaire par devant notaire d'un riad au Maroc. Oui, donc moi, quand je veux acquérir, c'est vraiment comme si j'achetais, un appartement en France ou une petite maison, à la campagne. C'est vraiment mon bien. Si je décède demain, mon bien sera transmis à mes héritiers. Ça fait partie de mon patrimoine et comme dans tout bien, j'ai le droit d'en jouir, j'ai le droit d'y aller et c'est là l'idée originale que vous avez eue parce que c'est vrai que moi, ce qui m'avait un peu freiné quand j'avais voulu acquérir, au Maroc, c'était de me dire: «Bon, bah, c'est un pays étranger, la gestion peut être un peu compliquée et je ne vais pas y passer 12 mois par an. Et donc là, votre logique pour répondre à cette inquiétude qu'on peut avoir quand on veut acheter à l'étranger, Alors, on y a répondu de 3 façons, différentes et qui sont complémentaires. La première, tu le disais, heu, on achète, un bien, à l'étranger, on passe pas sa vie à l'étranger et en conséquence, on achète un bien pour, 12 mois dans l'année. Si on l'utilise, 1 mois, on paye 11 mois dans le vide. Donc pour ça, on a divisé la propriété. Donc on a créé les parts de cette fameuse SCI qui détient le riad et on a créé 13 parts. Ça, c'est la première chose. En créant 13 parts, on permet de diviser le prix et donc de rendre accessible cet investissement. oui, donc j'ai pas besoin d'acheter 100 du riad, j'ai le droit si l'envie m'en prend, Oui. mais je peux acheter un treizième de ce riad et ça va me donner des droits sur quoi? Sur 4 semaines, c'est ça? Voilà, exactement. C'est la deuxième façon qu'on a trouvée pour optimiser cette acquisition, c'est de créer un calendrier d'occupation. Donc effectivement, sur 4 semaines, vous avez une semaine au premier trimestre, une semaine au dernier trimestre de l'année et 2 semaines consécutives entre le 1er avril et le 30 septembre. Et bien sûr, ce qu'on a voulu faire, c'est rendre ça le plus équitable entre tous les associés. Donc ce calendrier est glissant. C'est-à-dire que quand vous avez Chaque année, ça, On avance Exactement. d'un cran On avance et on d'un revient cran au point de départ. et ensuite on revient au point de départ. donc j'aurai ma semaine de Noël si j'ai envie d'aller à Noël. Tout à fait. Aucun privilégié. Voilà. Le but, c'était de faire quelque chose d'équitable pour éviter les écueils du passé dans le time sharing, où il y avait des périodes jaunes, des périodes oranges, des périodes rouges, au niveau des vacances, de la période de Noël, par exemple, et tout le reste n'avait pas de valeur. On déséquilibrait la notion patrimoniale de l'acquisition. Et je peux m'entendre avec mes copropriétaires si j'ai envie d'échanger ma semaine. Tout à fait. C'est le troisième point qu'on a tenu à mettre en œuvre, c'est de faire une acquisition clé en main. On a créé un partenariat avec un hôtelier international qui s'appelle Kerten Hospitality. Le resort sera géré par cette chaîne hôtelière. Kerten, peut-être pour en dire 2 mots? C'est une chaîne hôtelière qui est internationale, qui est majoritairement basée au Moyen-Orient, mais qui se développe actuellement activement en Europe et au Maroc. Pour vous donner quelques-uns de leurs propriétaires d'hôtels, puisqu'ils sont gestionnaires d'hôtels, vous avez le Fonds souverain d'Arabie Saoudite, qui gère pour eux des 6 établissements. Et vous avez des fonds souverains des pays du Golfe également. Quand on est propriétaire de murs d'hôtel et qu'on n'a pas les compétences et la structure pour gérer cet hôtel, on fait appel à un gestionnaire. Tout à fait. Et c'est ce gestionnaire qui va s'occuper de mettre sur Booking, d'entretenir, de faire la maintenance, ce genre de choses. Exactement. Pas seulement de vous préparer votre riad lorsque vous arrivez, tout est prêt. C'est une maintenance permanente sur 12 mois. Ils sont sur place. Le moindre petit souci de technique est réparé par eux. Vous comprenez? À distance, ça a beaucoup de valeur. Bien sûr. Voilà. Il faut avoir un gestionnaire parce que sinon, et puis il y a un enjeu de confiance aussi, trouver la bonne personne sur place, il peut changer ou quoi que ce soit. Si là, on a un tiers qui a une réputation,
peut pas se permettre de faire n'importe quoi, sinon il irait, saccager sa propre Et on réputation. on pourrait rajouter, Corentin, que c'est une société irlandaise. C'est un milliardaire irlandais qui a créé cette chaîne. Aujourd'hui, c'est une chaîne qui est merveilleusement bien gérée. Et c'est surtout, ce qu'on a recherché avec, Kerten, c'était encore une fois la différence. Ce projet, nous avions, de nombreux prétendants en tant que gestionnaire hôtelier, parmi les plus grandes signatures, du monde. Mais nous, on a cherché et aimé la singularité de Kerten. C'est une chaîne qui, revendique, plutôt une hôtellerie, lifestyle, c'est-à-dire qu'on fait des choses sur mesure pour l'emplacement et on ne va pas standardiser. Il y a certaines, chaînes hôtelières dans lesquelles que vous soyez à Chicago, à Paris ou à Tokyo, c'est la même chambre. Eux, il y a une vraie singularité, ce qui permet d'offrir aux acquéreurs des parts de SCI des riads brandés de la marque Airtel, qui leur assure aussi une montée en gamme dans ce réseau lifestyle, d'hôtellerie. Alors, c'est très simple. Cette semaine supplémentaire que vous n'allez pas utiliser, vous prévenez le gestionnaire, donc en l'espèce Carten, et il va l'inscrire dans son inventaire de location hôtelière. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un simple Airbnb, on rentre vraiment dans l'écosystème Carten, et donc cette semaine va pouvoir être mise en location. La société va encaisser les loyers des nuitées, et cette société française va ensuite vous verser votre revenu. Donc c'est elle qui gère, tout l'aspect locatif, qui va mettre les photos, sur les sites d'annonces, qui va gérer les réservations, qui va donner les clés, Vous n'avez aucune contrainte. D'accord, donc c'est un revenu pour moi, passif, du fait d'être propriétaire, et d'avoir un gestionnaire. Voilà. Donc j'imagine qu'avoir un gestionnaire, ça a un coût. C'est quoi le coût de cette prestation? Alors, c'est un contrat qui est sur 9 ans avec le groupe Carton, avec une extension possible à 20 ans. Euh, le coût, c'est 20% du prix de la nuitée et c'est facturé uniquement en cas d'occupation. Ce qui veut dire que si, dans l'exceptionnel, il n'y a pas de locataire et que votre riad est vide pendant votre période, ça ne vous crée aucun frais supplémentaire. D'accord, mais est-ce qu'il y a des frais? Parce que quand on est propriétaire en France, on a beaucoup de frais pour la propriété, hein. On a, les taxes foncières, on a les péages de propriété, souvent on doit les travaux de maintenance, et cetera. Et C'est le cas, aussi, oui, avec Casadora? et évidemment, c'est le cas puisqu'il faut entretenir le bien et entretenir le resort. Mais là encore, l'avantage d'être à 13, c'est qu'on partage, on mutualise les frais. Donc, ce sont des charges forfaitaires qui sont encadrées contractuellement, qui ne vont pas exploser, qui suivent l'indice des prix à la consommation français. Donc, on ne va pas non plus être indexé sur l'inflation marocaine. D'accord. Voilà, donc, On est protégé, on aura correctement. si une inflation, ce sera, 1 2 Voilà, enfin, on suivra ce qu'on a connu en France ces dernières années. exactement. Et ces charges mensuelles commencent à partir de 39 € pour le petit modèle de Riad et pour le plus grand des modèles sont à 69 € par mois. 39 € par mois, ça veut dire que par année, c'est un peu Moins de 500 € par an. Eau, électricité, climatisation, assurance du bien, espace vert, services de sécurité et tous les services qu'il y a qui sont gratuits. quel est le coût alors de ce riad? Si je veux m'acheter, un 13e du riad, ça me coûte combien? Alors, vous avez 3 modèles de Riad. Vous avez un Riad qui est dans notre gamme junior, qui fait 74 mètres carrés. Pour un 13e, c'est à 19 990 €. Vous avez la gamme confort, qui elle est à 29 990 €. Donc dans le junior, vous aviez 2 couchages et dans le confort, vous avez 4 couchages et enfin, on a la gamme, premium qui là est un duplex de 8 couchages pour 39 990 €. 176 mètres carrés. D'accord, à 176 m², mais ça peut être un très grand riad où je peux venir, Très, très bien. famille, élargie, Plusieurs salles de bain. je viens avec, mes parents, Oui, oui. mes enfants. Ça a été conçu pour les familles. Exactement. D'accord, ouais, ouais, très clair, et d'ailleurs je précise que,
pour les lecteurs du revenu, vous avez, gentiment bloqué ces prix-là parce qu'il y a une demande, je crois, qui est très forte. C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur les différents projets d'André. Il y a vraiment déjà beaucoup de gens qui ont, acquis ces parts et Exactement. les prix commencent à monter, c'est ça? Voilà, aujourd'hui, on est fiers et heureux d'avoir, plus de 250, acquéreurs, Qui ont heu, signé, qui ont signé, qui ont heu versé leur quote-part à la signature. et en conséquence, pour remercier ces personnes qui nous ont fait confiance, qui ont accompagné le projet, dans sa genèse, heu, on valorise d'ores et déjà leur investissement en rehaussant les prix. Donc, les prix du junior sont à 26 000 €, le confort est à 36 000 et le duplex est à 46 000. Et effectivement, Gaspard, comme tu le disais, pour les lecteurs du revenu, nous On revient aux bloquons les prix prix. initiaux, Prix de Exactement, lancement, 19 000, 29 000 et 39 000. 39 c'est, 000. c'est très clair et donc admettons que, vous savez, les investisseurs immobiliers, quand on achète, alors il y a l'aspect plaisir et on pourra en parler de tous les services qu'on peut avoir sur place, comment ça va se passer, mais si on reste sur la dimension un peu financière. Admettons que pendant une année, je ne peux pas du tout y aller, voilà, je me suis cassé une jambe, je vais à l'étranger ou que sais-je. C'est quoi la rentabilité que je peux attendre d'un bien comme ça? Est-ce que vous avez fait des évaluations sur un certain, taux d'occupation, un prix moyen de l'annuité et cetera? Oui, tout à fait. On va partir sur, le format, junior, donc, de couchage. Heu, Dans le benchmark de l'opérateur hôtelier, c'est aussi ça la chance de travailler avec un opérateur international, c'est qu'ils ont tous les outils pour benchmarker, le le prix de la nuitée. On va être sur une nuitée qui tourne autour de 180 €. Si, vous faites, donc 180 €, vous n'y allez pas du tout, vous multipliez ça par 28, d'accord? Vous retranchez les 20 de frais de gestion. Heu, on imagine que ça n'a pas été rempli à 100. On va tabler sur du 50 pour être très pessimiste. Vous retraitez les charges et si vous faites le calcul, vous verrez que c'est un investissement qui tourne entre 7 et 9 de rentabilité. D'accord, donc c'est nettement supérieur à ce qu'on peut avoir, en tout cas à Paris, avec, l'interdiction des Airbnb, le plafonnement des loyers, je sais que la taxe foncière a beaucoup augmenté, récemment, donc il peut y avoir une belle rentabilité pour un investisseur et d'ailleurs, j'ai le droit de revendre ma part, c'est ça? Je ne suis pas bloqué dans mon investissement, c'est liquide? Oui, c'est un investissement qui est tout à fait liquide. Nous, ce qu'on voulait, c'était quelque chose de simple et d'efficace. On ne pouvait pas promettre aux gens de venir, prendre, du plaisir dans le resort et d'avoir aussi l'avantage financier tout en les bloquant. Donc effectivement, les parts sont librement cessibles à une petite, condition, c'est que d'abord, vous le présentiez en priorité à vos associés. Mais au même prix De que la l'AST, il est Exactement. pas, si j'ai envie de vendre, Bien sûr. si j'ai Vous un fixez voisin votre qui a envie prix. d'acheter, tant mieux, mais les gens qui font Il est prioritaire, il disons. est prioritaire. S'il veut avoir non pas 4 mais 8 Oui, c'est semaines ou tout à augmenter, fait, il adore le bien ou vous aimez la rentabilité, tout à d'accord. Donc c'est la seule contrainte que j'ai, mais en fait, je peux après le vendre comme je le souhaite et en faire hériter mes enfants si exactement. si j'ai envie d'en faire avec mes enfants. Alors peut-être pour conclure André, dites-nous c'est quoi la vie, que vous voulez offrir à, ces investisseurs, à ces Français qui vont aller, au Maroc, vous qui l'avez connu cette vie, ça ressemble à quoi une semaine, chez Catadora? Tout d'abord, c'est la la facilité et l'opportunité d'avoir, de monter son train de vie, puisque le coût de la vie au Maroc est nettement moins cher qu'en France. Donc, d'un simple vol avec Air France ou Royal Air Maroc, vous arrivez dans un pays où tout est nettement moins cher. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le climat du Maroc est tellement régulier tout au long de l'année et spécifiquement à cet endroit-là. On a parlé tout à l'heure d'une forêt d'eucalyptus. Ce lieu nous apporte un microclimat. Nous l'avons expérimenté. Tout au long de l'année, il fait très bon. Donc, on a un bon climat. Et enfin, ce resort est équipé de 1000 et une possibilités de distraction, depuis le mur d'escalade en passant par le yoga à 8 mètres du sol dans les arbres, dans les eucalyptus,
de l'acrobranche, du beach volley, bien sûr, tous les autres sports collectifs que l'on connaît et que l'on aime pratiquer, nous avons tout installé dans ce domaine. Et en plus, il y a le fait que nous avons installé 2 pavillons culturels afin de permettre à des artistes et des artisans, les 2, de travailler sur place et d'exposer leurs produits, de les vendre aussi, d'apprendre à cuisiner, les tagines ou les couscous. C'est toujours intéressant de revenir et d'avoir une recette et de dire: «Tiens, je vais faire ça pour mes amis», de créer sa propre poterie avec un potier et de la ramener en souvenir. Donc c'est un resort comme ça, c'est quelque chose d'assez, riche. On peut pratiquer aussi la pêche au gros parce que le port d'El Jadida où nous sommes installés, heu, présente quelques embarcations qui permettent la pêche au gros. Donc disons que les acquéreurs achètent des vacances à vie et ont en prime un riad. C'est la prime, le riad et la prime. Oui, Voilà. c'est un bien immobilier parce que Oui, je réfléchissais depuis bien sûr. longtemps à aller, à Marrakech dans le Club Med pour ne pas le citer et la semaine de vacances nous coûtait plus de 10 000 € Ah oui, et c'est sur ta seule semaine. oui, oui. Que là, pour un tout petit peu plus d'argent, j'ai 4 semaines Mmh. à vie Oui, avec d'un bien qui ne disparaît pas, que je peux revendre, dont mes enfants vont hériter. D'autant plus que le Maroc est un pays qui se développe beaucoup, je crois qu'il y a la Coupe du monde, énormément. tout ça qui arrive et donc le foncier a la chance de va probablement prendre en valeur. Et ce resort vous offre bien sûr dans votre riad votre piscine privée, totalement intime, mais aussi il est équipé d'une énorme piscine lagon pour que tout le monde s'y retrouve, petite piscine pour enfants, lieu de karaoké et c'est un des rares, resorts où l'hôtel accueille les enfants de moins de 4 ans. Il y a un baby club, c'est-à-dire que Tu sais que les parents aiment ça. les jeunes mamans sont très heureuses de pouvoir Ouais, c'est être libres, voilà et là, cet hôtel va accueillir les enfants. Bien sûr, il y a le kids club pour les ados, mais nous n'avons pas oublié les bébés. bon alors c'est votre, dernier projet André, quelle vie d'aventure vous transmettez la flamme, c'est Corentin et votre gendre, c'est ça? C'est Oui. votre fille, Corentin est mon gendre, que j'apprécie énormément et il a pris le relais et il va développer l'entreprise, dans les années à venir et j'espère très, 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 très longtemps. Nous avons identifié ensemble des pistes de produits innovants et intéressants. Casadora en est un de ceux-là et je pense avec que l'idée même je crois d'aller dans d'autres pays peut-être ou de multiplier en les Casadora? disons plutôt de multiplier les Casadora au Maroc et peut-être un jour au sud de l'Espagne, voilà. D'accord, incroyable. Bah, écoutez, merci mille fois de nous avoir, présenté Casadora. C'était passionnant cette vie, on l'a vu, d'aventure qui commence au Maroc, qui revient au Maroc, aujourd'hui et qui apporte tout ce que vous avez, découvert, tout ce que vous avez construit, les résidences, la restauration, tout ça, tout se retrouve dans Et projet. ce produit va permettre aux différents occupants, différents résidents, de découvrir le Maroc de l'intérieur, c'est-à-dire de ses coutumes, de sa culture, de son mode de vie. C'est très riche, mais on le survole habituellement. On ne voit que la partie, disons, touristique. Nous, nous souhaitons montrer la partie culturelle, la partie, authentiquement traditionnelle. Bah, écoutez, on a mis des liens en bas de cette vidéo si vous voulez, échanger avec, Corentin, avec les équipes, si vous voulez découvrir, Casadora, si, cette histoire vous a intéressé, celle d'André Ramos, n'hésitez pas à aller cliquer, à aller les rencontrer. Je pense qu'ils seront ravis de répondre à toutes vos questions. Moi en tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup Merci. pour ce temps ensemble. À très bientôt.